Eh bien, Maude Bréjon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, en attendant ce grand destin politique, il y en a un autre qui a commencé sa campagne hier, c'est le candidat Emmanuel Macron. Il était à Poissy, face à des électeurs locaux. On aurait dit le retour du grand débat. C'était voulu ? Le président de la République a toujours eu cette envie d'aller débattre avec les Français, et donc c'est ce qu'il a fait hier, en amenant un projet que moi je trouve sur deux leviers différents, c'est-à-dire d'abord un projet du quotidien, pour le quotidien des Français, avec par exemple des mesures sur le pouvoir d'achat. On va en parler. Et puis un projet d'avenir, c'est lui qui le dit, un projet qui est d'abord pour nos enfants, et donc c'était très positif, avec 4 grands pactes qu'il a déclinés, un pacte européen, un pacte productif, un pacte générationnel qui embarque des questions d'éducation, de santé par exemple, et puis un pacte républicain avec les notions de citoyenneté, d'immigration, d'intégration. C'était à la fois une vision, à la fois des mesures, et je pense que c'est ce qu'on attend d'un candidat à la présidentielle. Alors il y a des critiques sur la forme donnée à cette première rencontre avec des Français, avec des citoyens. Certains disent que ce sont des séances un peu arrangées, avec des questions polies. Il n'y a pas de gilet jaune dans la salle, c'est sûr. Est-ce qu'il ne doit pas se mettre plus en péril ? Je crois que la politique, c'est pas un théâtre, et on n'attend pas forcément des joutes verbales, on n'attend pas forcément des clashs. L'important, c'est d'avoir, je crois, un candidat qui, encore une fois, décline une vision, qui explique aux Français où est-ce qu'il veut les emmener, qui décline des mesures qui soient claires, qui soient concrètes, qui impactent leur quotidien. Il n'y a pas besoin d'avoir une forme, encore une fois, théâtraliste. L'important, c'était d'avoir un candidat qui est au milieu des Français, au milieu d'élus locaux, comme il l'a toujours fait, et donc je pense qu'il continuera pendant sa campagne. Alors, avec les Français, oui, on est dans la proposition, mais avec les adversaires, on est dans la confrontation des projets. Pourquoi refuse-t-il un débat de premier tour ? Alors c'est vrai qu'aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait, aucun sortant, ni Mitterrand en 88, ni Sarkozy en 2012. Mais Emmanuel Macron, il est disruptif, il devrait accepter. Un débat avec 12 candidats, dont 11 qui, pendant 10 minutes chacun, attaquent le président de la République, et le président de la République candidat qui, lui, a ensuite 10 minutes pour répondre, j'appelle pas ça un débat. Mais quand il a été au Parlement interpellé par plusieurs de ses opposants, il a réussi à leur répondre, et ça s'est plutôt tourné à son avatage. Il sait faire. Mais c'est pas du tout le même format. Il était pas dans la même posture. Il était pas dans le même costume. Là, il était dans son costume de président, de président de l'Union européenne. Président de l'Union européenne, exactement. Et je pense que l'important, encore une fois, en tout cas, moi, je préfère voir un candidat qui débat avec des gens plutôt qu'un candidat qui débat avec des politiques et des politiques qui se parlent entre eux. Néanmoins, si le candidat Macron est au second tour, ce qui apparaît probable vu les sondages, il acceptera le débat d'entre-deux tours. Il y a des très grandes chances, oui. Est-ce qu'il y aura des meetings avec le candidat Macron ? On dit que celui de Marseille, qui a déjà été repoussé d'une semaine pour être annulé, est-ce qu'on aura cette France des marcheurs réunie devant son candidat ? Et moi, je souhaite qu'on puisse faire la campagne la plus normale possible. Pour autant, on voit bien d'une part ce qui se passe à l'international, et donc le président doit rester concentré sur ses affaires de président. Il l'a dit, il sera président autant qu'il faut et candidat autant qu'il peut. Il y aura, je pense, des meetings probablement moins que ce qui aurait été prévu ou ce qu'on aurait espéré il y a quelques semaines de ça. Parce que les autres candidats continuent leur meeting. On a vu Jean-Luc Mélenchon ce dimanche. Zemmour prévoit 50 000 personnes le 27 mars au Trocadéro. Ne pas faire plus de meetings, est-ce que ce n'est pas affaiblir votre candidat ? Je pense qu'encore une fois, ce qui compte, c'est les propositions qu'on fait, c'est la vision qu'on porte. Il y a aujourd'hui plein de façons de faire de la politique. On n'est pas obligé d'être dans des formats qui soient dans des formats particulièrement médiatiques ou des formats avec des très grandes images. Et puis la différence entre Emmanuel Macron et les autres candidats, c'est qu'Emmanuel Macron garde son costume de président. Et il l'a dit, il sera aux manettes jusqu'à la dernière minute du quinquennat. Et dans le contexte international, avec la guerre en Ukraine, ça l'oblige a fortiori d'y passer davantage de temps peut-être que ce qu'on avait envisagé il y a quelques jours ou quelques semaines de ça. Et puis en arrière-pensée, avouez-le, il fait peu campagne parce que c'est déjà gagné, non ? Je crois que c'est jamais gagné par avance. Il le dit d'ailleurs, il faut continuer chaque jour à aller convaincre, qu'on soit d'ailleurs en campagne ou qu'on soit déjà élu. Donc c'est ce qu'il fera pendant les semaines à venir. Vous craignez une démobilisation au premier tour, des gens qui se disent bon, de toute façon Macron c'est déjà gagné, allez je pars en week-end. Je crains l'abstention de façon générale, indépendamment du contexte, parce qu'on voit depuis quelques années que c'est une tendance qui va à la hausse. Et donc je crois que ça nous oblige d'une part à avoir un débat de qualité pour prouver aux Français que la politique impacte leur vie, que la politique servira à leurs enfants. Alors, les mesures sur le pouvoir d'achat étaient au cœur de cette prestation hier. Suppression promise de la redevance télé. C'était plutôt une idée des opposants, donc vous la reprenez à votre compte ? C'est au final très macroniste, l'idée de se dire que d'où que viennent les bonnes idées, il est pertinent de les reprendre, qu'elles viennent de la gauche, qu'elles viennent de la droite. C'est une mesure qui est en fait cohérente par rapport à la politique du président depuis 5 ans. Ça s'inscrit dans la continuité de la taxe d'habitation, de la suppression de la taxe d'habitation. C'est ce qui permettra de renouveler aussi du pouvoir d'achat aux Français. C'est 138 €
par an. Oui. Et donc, pour les ménages, c'est pas rien. Alors c'est bien pour les ménages, mais alors pour financer l'audiovisuel public, comment on va faire? Il y a 20 millions de foyers, 130 € par foyer, ça faisait beaucoup d'argent pour la radio, pour la télé publique. Est-ce qu'il faudra du coup privatiser les chaînes publiques? Non, il faudra pas privatiser les chaînes publiques, mais en revanche, ça implique effectivement d'avoir une trajectoire budgétaire qui soit saine pour l'ensemble de ces chaînes. Donc il y aura des économies à France Télévisions, à Radio France. Le président de la République le candidat aura l'occasion de décliner ce qu'il estime comme étant le bon équilibre budgétaire. Mais enfin, dans tout état de cause, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde les comptes de ces chaînes, il est possible de faire autrement, tout en rendant du pouvoir d'achat aux Français. Alors, une mesure est annoncée sur l'essence, dont le prix est en train de flamber, notamment à cause de la crise ukrainienne. Quelle mesure? Est-ce que vous avez une idée à suggérer à votre candidat? Est-ce qu'il faut diminuer la TVA? Est-ce qu'il faut faire flotter la TICPE? Que faire? C'est encore en cours de validation et donc le gouvernement aura l'occasion de l'annoncer quand tout ça sera validé. Je crois que l'important, c'est d'avoir quelque chose qui soit assez pérenne, donc qui permette aux gens d'avoir accès à un plein de carburant à un coût raisonnable sur la durée. Ça implique aussi des mesures, je pense, de plus long terme, parce que là, on va être dans le curatif. Sur la durée, ça rappelle l'importance de se défaire de la dépendance aux énergies fossiles. Et donc ça fait partie des grands chantiers qui sont portés par le candidat Emmanuel Macron sur la transition énergétique. Donc, vaut mieux aider à acheter une voiture électrique que financer des pleins d'essence. Je pense qu'il faut faire il faut aider à financer les pleins d'essence, et ça c'est pour le court terme. Il faut aussi aider effectivement à passer à l'électrique. C'est quelque chose sur lequel on a bien avancé. En décembre 2021, il y a une voiture sur 7 en neuf qui est achetée complètement électrique. Donc on voit qu'on avance sur ce plan-là. Vos électeurs, le Valois par exemple, que réclament-ils? En zone urbaine, l'essence est souvent très chère, plus qu'ailleurs. L'essence est très chère et c'est pour ça qu'on les accompagne. C'est déjà ce qui a été fait. De façon générale, sur l'augmentation des coûts de l'énergie, sur l'électricité et le gaz, on a mis en place le bouclier tarifaire. Sur la hausse de l'essence, on a mis en place, il y a eu le chèque énergie, il y a eu l'indemnité inflation. Le gouvernement a toujours été présent pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Et Bruno Le Maire avait d'ailleurs dit que face à cette hausse du pétrole qui continuait, il continuerait à être présent, que des mesures allaient être prises. Et c'est ce qu'a confirmé hier le président de la République. Emmanuel Macron sera aux côtés des Français. Alors, est-ce que, comme Bruno Le Maire, vous demandez aux Français, aux auditeurs de Radio J, de limiter leur consommation et de faire attention à où ils mettent leur argent? Je pense que c'est d'abord au gouvernement d'accompagner et d'annoncer cette mesure-là. Et ensuite, il faut voir comment tout ça évolue, notamment par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Moi, ce que je veux, c'est que chacun puisse évidemment se chauffer et utiliser l'énergie dont il a besoin pour vivre. Et donc dépenser moins ailleurs. Faut peut-être qu'on freine sur les loisirs, le téléphone, etc. En tout cas, je pense pas, vous savez, que les gens qui ont des difficultés à payer leur facture d'électricité laissent volontairement allumer la lumière le jour quand ils partent de chez eux. Oui, donc là, faut d'abord les aider avant de leur demander de faire des efforts. Bien sûr. Oui. La France prendra sa part de réfugiés ukrainiens, a dit le président Macron hier. Qu'est-ce que cela veut dire, prendre sa part? Je crois que déjà c'est notre honneur de le faire en tant que Français et de le faire aussi en tant qu'Européens. En France, il y a plusieurs mesures qui ont déjà été déclinées. Par exemple, les ressortissants ukrainiens qui ont leur titre de séjour qui arrive à terme vont le voir prolongé de 90 jours. Deuxièmement, il y a un accord historique qui a été conclu entre les différents ministres de l'Intérieur à l'échelle de l'Union européenne. On va donc accorder la protection temporaire aux Ukrainiens qui fuient ou qui fuiront leur pays dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Depuis sa mise en place, depuis la création de ce dispositif en 2001, il n'avait jamais été activé. Donc là, encore une fois, on agit en européen. Puis en parallèle, on prépare ces dispositifs d'accueil. On prépare les places d'hébergement. Et je voudrais encore remercier l'ensemble des élus locaux, des tissus associatifs, des Français qui se mobilisent pour préparer l'accueil le plus digne possible. Ils font honneur, encore une fois, à ce qu'est notre tradition, je crois, et à ce que sont nos valeurs. Le candidat Macron a annoncé hier que les mathématiques devraient revenir dans le tronc commun des dernières années avant le baccalauréat. On a l'impression que le candidat Macron déjuge le ministre Blanquer. Je pense que la responsabilité du candidat Emmanuel Macron, c'est d'arriver face aux Français en ayant tiré les leçons de ce qui a fonctionné pendant ce quinquennat et de ce qui a moins bien fonctionné. En l'occurrence, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé pendant la crise du coronavirus, c'était la capacité qu'ont eu un certain nombre de personnes, par exemple sur les plateaux télé, à débattre des chiffres et à débattre des faits. Et ça amène, je crois, à la nécessité de réintroduire une culture scientifique dans la société française. Ça passe d'abord par l'apprentissage des sciences et ça passe par l'apprentissage des sciences au plus jeune âge. Donc moi, d'autant plus
que je suis scientifique moi-même, je me réjouis de cette annonce, du fait de rajouter, de consolider ces savoirs fondamentaux-là. Je pense que ça servira sur le long terme à la sérénité, à la stabilité de la société française. Le deuxième quinquennat doit aussi corriger le tir du premier quinquennat. C'est tout à fait normal, encore une fois, de regarder, de prendre en compte le retour d'expérience. Quand on est président, quand on est au gouvernement, ça nécessite de prendre des décisions. Parfois, il y en a qui sont bonnes et qui s'avèrent bonnes sur la durée. Parfois, on peut aussi constater qu'il y a eu des écarts ou des choses qu'on aurait fait un peu différemment. Donc profitons d'un second quinquennat s'il est réélu pour ajuster les choses. Je pense que c'est tout à fait compréhensible. C'est aujourd'hui la journée de la femme, plus exactement la journée internationale des droits des femmes. Quel est selon vous le chantier prioritaire pour améliorer la condition féminine en France ? Alors il y a plein de chantiers. Moi, ce qui me frappe déjà quand je regarde les 5 dernières années, c'est que des sujets qui étaient encore anecdotiques, comme par exemple le harcèlement de rue en 2016-2017, sont aujourd'hui devenus des priorités politiques. Il y a eu peu de verbalisation quand même, donc, ça a été surtout dissuasif. On a largement avancé là-dessus. Moi, il y a une mesure qu'a annoncée Emmanuel Macron hier qui me tient beaucoup à cœur, c'est le droit à la garde d'enfants. Le fait que pour les familles monoparentales jusqu'à 12 ans, on s'engagera à fournir soit une place en crèche, soit une assistante maternelle, soit une aide financière pour permettre à ces femmes de faire garder leur enfant, encore une fois, jusqu'à 12 ans. Ça change tout dans la vie d'une femme, et notamment d'une femme seule. Que ce soit sur le rapport à l'emploi, sur l'évolution de carrière, ou sur les loisirs, la sociabilisation en général. L'idée, au fond, c'est de dire quoi ? C'est de dire qu'on leur permet, en plus d'avoir leur vie de mère, d'avoir une vie de femme. Et ça, c'est un sujet qui, je crois, tient à cœur au candidat Emmanuel Macron et qui est très important pour toutes ces femmes. Est-ce que l'on doit faire encore des efforts ? Est-ce que l'on peut faire encore des efforts en contraignant les entreprises sur les salaires, sur l'égalité des salaires ? On l'a déjà fait sur ce quinquennat. D'ailleurs, Elisabeth Borne a mis en place ce qui s'appelle un index de l'égalité professionnelle avec des sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Faut durcir encore ? Donc, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de le faire, en tout cas. Mais là, il y a déjà une mesure qui est mise en place, donc il faut la poursuivre sur plusieurs années, voir comment est-ce que ça fonctionne. On voit que les écarts se résorbent. Je crois qu'il y a les mesures, encore une fois, qui sont politiques là-dessus et qu'on a déjà commencé à prendre. Il y a aussi une prise de conscience derrière, à mon avis, sociétale, qui permet de faire avancer les choses. La question de l'égalité femmes-hommes, par exemple, dans l'image qui est renvoyée par les entreprises à l'externe, compte beaucoup plus que ce que ça comptait il y a 20 ans. Et puis, pour travailler en entreprise, je trouve aussi que les choses évoluent dans la mentalité des jeunes qui arrivent dans ces structures-là. Les référentiels ne sont plus les mêmes et c'est une très bonne chose. Parlons d'une femme. Vous, est-ce que vous serez candidate aux législatives en juin ? Je crois que quand on aime la politique, on a vocation à se confronter au scrutin universel. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en allant au municipal à Levallois-Perret. Dans un premier temps, la priorité, c'est évidemment, d'une part, la réélection du candidat Emmanuel Macron, de lui permettre d'être réélu avec un taux de participation qui soit le plus haut possible. Mais derrière, vous êtes disponible. Et puis ensuite, j'espère qu'on sera nombreuses à avoir envie d'aller à se confronter à ces scrutins-là. C'est d'ailleurs une des grandes réussites du quinquennat d'Emmanuel Macron, le fait d'avoir établi la parité à l'Assemblée nationale, ça n'avait jamais été fait avant. Maude Bréjon, merci. Bonne journée.